on est Paul Defond est heureux de t'accueillir à Toulouse Business School pour cette interview. Merci. On rappelle que tu es le créateur de Wesh, mais qu'est-ce que c'est Wesh? Alors Wesh, c'est une application de messagerie, pas pour raconter sa vie ou sa journée, mais juste pour se retrouver entre potes. Et du coup, en fait, pour faire ça, on n'a pas besoin d'écrire du texte et ça va 20 fois plus vite qu'un SMS. Donc ça, c'est le pitch sur ce qui est Wesh. C'est ça. Finalement, d'où est venue cette idée de créer une messagerie? On n'a pas besoin d'envoyer du texte pour donner un rendez-vous à ses amis. D'où est venue cette idée-là? En fait, elle est venue d'une vidéo de Cyprien, le youtubeur. Ouais. Il a fait une vidéo l'été 2014 qui s'appelait Les jeunes et la technologie. Et donc, dans cette vidéo-là, il avait parlé d'une appli qui buguait à l'époque et qui s'appelait Yo. Qui a levé $1 million et qui était valorisé du coup à $2 millions. Je crois qu'ils ont pris 50% ceux qui ont levé, les financiers. Et en fait, dans cette vidéo, il s'étonnait de cette application-là et de son succès. Et il avait fait un petit sketch où, genre, t'as le gars qui investit qui dit hey, patron, il y a une appli qui s'appelle Yo, et il dit on investit $1 million. Et après, t'as un autre gars qui dit hey, patron, on a un problème. Il dit c'est quoi? Il dit il y a une nouvelle appli qui s'est lancée, elle s'appelle Wesh, elle envoie des Wesh. Ok. Donc l'idée, à ce moment-là, c'est vraiment parti de là. Et ce que je m'étais dit, c'est l'appli est très simple. Qu'est-ce que ça ferait si je développe l'appli, que j'envoie à Cyprien pour lui dire je vais le développer et qu'il en parle, comment ça se répercuterait sur le nombre de téléchargements? D'abord, c'était juste pour la blague, pour une expérience marketing en fait, de dire si Cyprien parle d'une appli, combien ça peut faire de téléchargements s'il en a pas, il a imaginé que quelqu'un la développe. Et ensuite, on s'est dit tant qu'à développer ça, autant que ça apporte quelque chose. Et du coup, l'idée c'était comment développer une appli qui garde la simplicité de Yo et de l'app Wesh qu'a imaginé Cyprien, tout en faisant quelque chose d'utile. Et le truc qui me passait à la tête, c'est envoyer sa position, ça peut être très utile, puisqu'on, je ne sais pas si vous vous rappelez au début des smartphones, dans les pubs de smartphones, ils disaient « Allô, t'es où ?» parce que c'était la première phrase qu'on disait au téléphone et la plus logique quand on avait des téléphones mobiles. Ouais. C'est-à-dire le besoin de localiser l'autre. Et là, on s'est dit, avec une appli Wesh comme ça, qui envoie un seul truc hyper simple en moins de 2 secondes, on peut envoyer une information qui est pertinente et qui est réellement utile, qui est la localisation. Donc on est vraiment parti de cette idée-là et de ce besoin-là, de la localisation. Et cet objectif de toucher un maximum de personnes via le réseau de Cyprien, c'est atteint ou c'est pas atteint? C'est laissé de côté? En fait, on n'a pas encore contacté. Ouais. On se disait que ça c'était le va-tout qu'on pourrait jouer lorsqu'on aurait des bonnes métriques internes. C'est-à-dire que Cyprien ne pourra pas faire que l'appli soit successful. Il pourra juste, si l'appli est très bonne et que nous on a des métriques qui nous prouvent qu'elle marche très bien, d'utiliser Cyprien comme levier pour accélérer les choses. Et malheureusement, on a dû arrêter le projet avant d'aller vers Cyprien. Pourquoi arrêter le projet finalement? Alors, quand on a une application gratuite comme Wesh, on ne peut en générer de l'argent que si on a une communauté d'utilisateurs très très importante. Pour la condition pour avoir une grande communauté, c'est d'avoir une bonne rétention. C'est-à-dire que peu importe le nombre de personnes que tu peux faire télécharger à un moment ou à un autre, ce qui va construire réellement une communauté dans la durée, c'est que les personnes qui la téléchargent continuent de l'utiliser de manière assidue. Et en fait, nous, notre objectif, on a commencé à travailler dessus en mars 2015. On a publié la première version en juin 2015 et on a arrêté en décembre. Et entre juin et décembre, notre objectif, lorsqu'on avait la première version, on comptait la faire vivre, c'était d'augmenter la rétention. De faire en sorte, en changeant l'appli, en rajoutant des fonctionnalités, en enlevant d'autres, en essayant de recueillir les feedbacks, de faire en sorte qu'on arrive à une appli où on a des utilisateurs qui l'utilisent tous les jours ou 2 fois par jour ou 3 fois par jour. Et c'était vraiment notre obsession, c'était d'obtenir de la rétention sur Wesh. Et on s'est donné un délai au bout duquel, si on n'arrivait pas à obtenir une bonne rétention, comme on ne gagnait pas de l'argent entre-temps, on ne peut pas rester sur ça indéfiniment à courir après la rétention et qu'au-delà d'un certain délai, si on n'avait pas les métriques qu'on voulait, on l'arrêtait. D'accord. Laisser de côté l'application payante parce que justement le but c'est d'attirer un maximum d'utilisateurs. Et donc on a d'autres solutions, il y a la pub dans l'application, il y a l'utilisation des données. Et pourquoi pas utiliser par exemple ces principes-là? En fait, ça prend de l'énergie pour développer ces business models et essayer de les vendre. Mais tant qu'on n'a pas une communauté suffisante, même si on arrive à les vendre, ça ne génère pas du tout de revenus. D'accord. C'est-à-dire que moi, parallèlement à Wesh, je faisais des prestations de développement et on facture confortablement les prestations de développement. C'est-à-dire ce que j'aurais gagné avec Wesh, avec la communauté qu'on avait en un an, je peux le gagner en une semaine. Enfin, c'est pas du tout rentable parce que c'est très faible. Hein. C'est pas parce que je gagne énormément. Parce que aujourd'hui, on a 4500 utilisateurs sur Wesh.
franchement, rentabiliser 4500 utilisateurs, ça génère que dalle, absolument que dalle. Ce n'est que à partir du moment où on a une énorme quantité qu'on peut réellement générer du chiffre. Et donc, autant mettre toute notre énergie à conquérir cette quantité par la rétention dans un premier temps, puis la viralité, au lieu de chercher à vendre un truc, de chercher à vendre la peau d'ours avant de l'avoir tué. En fait, voilà. C'est vraiment progresser étape par étape et commencer par acquérir une base d'utilisateurs avant de se développer. C'est même avant la base d'utilisateurs acquérir le potentiel d'avoir une base d'utilisateurs. Si on a une app avec 20 personnes qui l'utilisent tous les jours, mais les 20 l'utilisent tous les jours de manière assidue, c'est une bande de potes qui utilisent tous les jours, ils sont addicts à ça. On a gagné. Tu vois. Parce que le pari de retenir l'utilisateur. Le pari de retenir l'utilisateur est réussi. Une fois qu'on retient l'utilisateur, après c'est très simple. Bah lui, quand tu vas l'utiliser, déjà quand on reçoit un wesh, ça fait wesh. Donc il en parle à ses amis, et déjà c'est drôle, qu'est-ce que c'est que ça. Et on sait que si on est arrivé à faire ça, ben après c'est juste de la scalabilité, en parler, etc. Et là ça grandit, ça va tout seul. Et la viralité fait le travail. Mais, et même le fait que les gens l'utilisent tous les jours, ben, c'est un facteur de viralité en soi. Si moi j'utilise tous les jours, ben, c'est autant d'occasions d'en parler. Et comme l'intérêt même du terme wesh, en fait la notification quand j'en sors wesh, ça fait wesh, bah, c'est que je suis avec une bande de potes et qu'un autre m'envoie wesh, mais les autres entendent, ils disent c'est quoi ça, et qu'ils me demandent, et que là du coup je fasse la pub de l'appli. Donc la rétention était la métrique clé, et on courait après la rétention. Et on a fait beaucoup d'erreurs. Oui, c'est-à-dire beaucoup d'erreurs, comment ça beaucoup d'erreurs? Alors dans la première version de l'appli, au bout des en 2 semaines, on a eu 1000 téléchargements. Nous, c'était génial parce qu'on n'a pas fait de pub, on n'a pas dépensé d'argent pour ça, on a juste parlé aux potes dans le réseau et on a eu 1000 téléchargements, on était vachement contents et on avait même une belle rétention. Enfin, en fait, les gens, quand ils téléchargeaient la première fois, ils trouvaient ça tellement marrant d'envoyer des wesh qu'ils se mettaient à utiliser à tort et à travers. Et du coup, on avait des gens qui utilisaient 100 wesh, 150 wesh par jour. Et au début, c'est pas pour des 150 rendez-vous, mais c'est juste pour le fun. Et en fait, il y avait une rétention qui était pas mal, mais c'était uniquement drivé par le fun. Et le problème de la rétention drivée par le fun, c'est que ça ne dure pas. En fait, la première semaine, il surutilisait wesh, la deuxième semaine, ça commençait à tomber, la troisième semaine, il ne la lançait plus du tout. Donc on s'est rendu compte de ça, puisqu'on a des métriques en permanence en fait, sur les gens qui utilisent, combien de fois ils lancent par jour, etc. Et donc au bout d'un mois, on s'est dit... donc il y a réellement un problème de rétention, les gens ne sont pas en train de l'utiliser comme on le voudrait, c'est juste la dimension fun qui prend le dessus. Et alors en ce moment-là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait aller plus loin dans l'usage se retrouver, en mettant 3 messages prédéfinis pour envoyer un wesh, mais en rajoutant un message prédéfini, tu viens, j'arrive et je peux pas. Pour vraiment cantonner l'usage à, pas juste le simple son wesh qui sort du portable, vraiment cantonner l'usage à c'est-à dire qu'il y avait déjà la géolocalisation plus le terme wesh. Sur le rendez-vous et la rencontre dans la réalité. C'est ça, c'est pour qu'on puisse aller plus loin avec cette appli, puisqu'il y en a qui disaient oui, bon, bah, parfois j'envoie un wesh à un pote, il me répond avec wesh, mais après on fait quoi? Enfin, après on doit passer sur une messagerie pour vraiment savoir ce qu'on fait. Ouais. Et en faisant ça, on voulait que ça tienne en moins de 2 secondes. Et du coup, on a fait un mode d'interaction qui était très complexe. C'est-à-dire qu'on avait une liste d'éléments et quand tu tapais sur le prénom, ça faisait une action. Quand tu tapais sur la photo du profil, ça faisait une autre action. Quand tu glissais sur la gauche, ça faisait une action. Quand tu glissais sur la droite, ça faisait une autre action. Et en fait, ça a complètement perturbé nos utilisateurs. Et au lieu de renforcer l'usage, on a détruit complètement l'usage de wesh avec ces fonctionnalités. On comprend tout à fait que ça puisse perturber un utilisateur. C'est ça, c'est qu'en fait, on n'a pas d'ergonome et de designer dans l'équipe. Et je crois que c'est ça qui nous a manqué. Et nous, on pensait que le fait d'exploiter tous les gestures possibles et imaginables sur l'appli était un plus. Or, c'était un moins. Et si on avait pu parler à ce moment-là à quelqu'un d'expérimenté, il nous aurait dit ça, c'est tout ce qui est gesture, c'est-à-dire les swipe gauche, swipe droit, tu tap and hold, etc. C'est pour ce qu'on appelle les power users. Et les power users sont les utilisateurs qui avancés, c'est-à-dire qui utilisent déjà l'appli avec les utilisations normales, avec juste le tap sur des boutons, mais qui en plus vont vouloir aller plus vite et vont découvrir un peu des fonctionnalités cachées. Et donc parce qu'on ne savait pas ça, parce qu'on n'a pas vu la nécessité de parler à un ergonome et qu'on aurait dû l'avoir, on a pris une voie qui n'a pas été la bonne et ensuite, quand on a constaté que les chiffres n'étaient pas bons, au lieu de rebrousser chemin, on a voulu expliquer par un tutoriel, etc. Enfin, finalement, c'était le bordel et c'était trop compliqué, trop long et on a gâché la force de la simplicité de wesh. Si wesh est laissé de côté, c'est qu'il y a d'autres projets qui arrivent derrière et c'est une nouvelle chose. Je vais te dire sur quoi on travaille maintenant. C'est avec une autre personne que j'ai rencontrée, du coup je suis plus CEO. C'est un gars que j'ai rencontré qui portait le projet. Et là, ça n'a rien à voir, c'est une boîte de conseil. C'est une boîte de conseil qui s'appelle Joint Venture Factory. Et l'idée, c'est de nous adresser aux moyennes et grandes entreprises qui ont besoin d'une application ou d'une solution IT innovante qui n'existe pas sur le marché. Ok.
Donc voilà, ils ont besoin d'une application qui n'existe pas sur le marché. Et eux, leur but, ce n'est pas de la développer, mais c'est juste de l'utiliser. Mais comme elle n'existe pas sur le marché, ils sont obligés d'aller vers une SS2I, une agence, et payer supporter eux seuls les coûts de conception, de développement et de maintenance derrière. Donc ils font sous-traiter tout ça. Ils font sous-traiter tout ça. Okay. Et ils sont les seuls utilisateurs, donc ils supportent tout seuls les coûts. Et nous, l'idée c'est de leur dire, si vous avez besoin d'une application innovante et qu'elle n'est pas sur le marché, au lieu d'en faire développer une en privé, peut-être qu'il y a une opportunité derrière, que vous n'êtes pas les seuls à avoir ce besoin-là. Et nous, on va monter une start-up qui va développer cette solution, vous la livrer et la commercialiser. Et vous serez actionnaire de la start-up. Donc, le modèle, c'est qu'ils sont actionnaires, ils partagent, et ça permet de partager les coûts et de ne pas supporter des coûts fixes liés au simple développement de l'application qui serait trop élevé pour une entreprise qui serait trop élevé ou oui. Surtout qu'elle ne vivrait pas. Une application innovante, si elle n'est pas sur le marché, si elle n'est pas confrontée au marché et à la concurrence pour évoluer en permanence et être maintenue, elle ne vit pas et elle devient très vite obsolète. Donc faire développer une solution innovante par une SS2I, la SS2I la livre, et très vite elle va devenir obsolète parce que en dehors, le marché il propose tout le temps des nouvelles solutions qui seront très vite plus performantes que celles que tu as développées en interne. Et en plus, ils doivent supporter tout seuls les coûts de maintenance puisqu'une solution, ça a des bugs, il faut l'améliorer, etc. Et en fait, ça a un coût énorme pour un produit qui est paresseux puisqu'il est isolé du marché. Et nous, on leur dit, en passant par l'écosystème startup, déjà, on peut gonfler le budget qu'ils mettent sur la solution, puisqu'il y a des aides, il y a des fonds d'investissement, etc. C'est vrai, ce qui est malin, c'est une optimisation un peu financière. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire que non seulement on gonfle le budget initial qu'ils mettent sur l'application, en plus on développe l'application selon des méthodologies de startup, qui est le Lean Startup, on pourra en parler après, mais qui sont des méthodologies optimisées pour produire une solution innovante. Et ensuite, comme la startup créée va commercialiser la solution à plusieurs clients, elle sera beaucoup moins chère. Ça mutualise les coûts. Et ce qui fait que ça suppose quand même, avant de partir sur un projet comme ça, une connaissance du monde startup qui est super importante. Cette connaissance-là, elle s'acquiert théoriquement, par la pratique, par l'expérience que tu as pu avoir, parce que ça fait 3 ans que tu es dans l'univers startup. C'est ça. Et donc ça s'acquiert par l'expérience, c'est davantage par l'expérience que tu l'as acquis ou avant d'arriver sur ce milieu-là, tu connaissais. Ah non, pas du tout. Ouais, vraiment, entreprendre n'est pas inné d'ailleurs, c'est comme ça que The Family, j'en ai parlé dans l'interview écrite. Donc The Family qui est, je rappelle ce que c'est ou tu veux rappeler ce que c'est? Je te laisse rappeler. Voilà, c'est un accélérateur donc, qui accompagne les startups et pour se faire connaître, ils ont un programme d'éducation qui est gratuit, qui s'appelle Coup d'État, qui était payant au début. Et en fait, ils travaillent beaucoup sur l'éducation de l'écosystème français des startups. Et donc, c'est une très grande source de connaissances pour faire sa boîte. Et comme ils disent, entreprendre n'est pas inné. Donc, quand on veut lancer leur faire sa boîte, on a beaucoup de préjugés. Et c'est vraiment en se lançant et en s'adressant aux bons interlocuteurs qu'on va pouvoir apprendre quelles sont les bonnes méthodologies pour faire les choses. Donc, ce qui est bien, c'est d'avoir l'énergie. En fait, ce qui est le plus cher plus important quand on démarre, c'est d'avoir une bonne équipe, de bien s'entendre, bien pouvoir travailler ensemble et d'avoir l'énergie nécessaire pour pousser une idée. Et ensuite, d'avoir l'intelligence de s'adresser aux bonnes personnes qui vont nous aider à faire notre parcours. Et à Toulouse, il y a beaucoup d'organismes qui font ça. Il y a l'incubateur Midi-Pyrénées, qui est un accélérateur de start-up. Il y a Equito, qui est aussi un accélérateur privé. Il y a le Connected Camp à l'IoT Valley. Ouais. Il y a le starter à la cantine, il y a tous ces endroits-là. Dès que vous avez une idée, que vous avez une équipe, allez vous la faire challenger votre idée par ces organismes-là. Si j'écoute quelque chose qui ne me plaît pas parce qu'elle contredit mes plans, ne pas rejeter quelque chose parce que ça ne me plaît pas. Et si moi j'ai un projet, je veux vendre un produit A à une cible B et qu'en me confrontant à 3 représentants de cette cible, tous me disent non, moi j'utiliserai jamais ça parce qu'il y a ça qui me pose problème. C'est très désagréable à entendre si moi j'ai porté l'idée et que j'y crois à fond et d'avoir cette ouverture d'esprit, d'être à l'écoute des signaux auxquels on peut être confronté. C'est vraiment ça, c'est très important. Écouter les signaux qu'on voit et ne pas être borné. Donc c'est vraiment ces conseils-là, de rester ouvert et d'avoir une bonne équipe soudée, vraiment l'envie de réaliser un projet. Quelque chose d'un peu à côté, c'est en termes d'utilisation de données, parce qu'on voit qu'on peut se connecter par Facebook, et l'application web ne demande absolument pas de rentrer une adresse email pour se connecter. Ouais. On l'a évoqué brièvement par rapport à la viabilité, etc. Ton avis sur l'utilisation des données au travers des applications, d'un point de vue général? Il y a des gens qui ont très peur, qui manifestaient la peur de dire « ouais, mais moi je donne des données, vous allez les vendre ». On n'a absolument aucun intérêt à les vendre.
Pourquoi? Parce que les données sont un actif important qui a de la valeur pour nous, et ce que fait Facebook, c'est pas de vendre vos données, mais c'est de les utiliser pour vous diffuser de la pub. Donc Facebook, si elle vend les données, les gens ne payent plus Facebook pour vous parler. Mais du coup, ils vous parlent directement parce qu'ils ont vos données, vos emails, ils vous envoient de l'email. Et en fait, au contraire, les applications ont intérêt à garder ces données en interne pour après les utiliser pour diffuser envers ces utilisateurs du contenu payant. Enfin, du contenu que des annonceurs payent. Donc aucune application n'a intérêt à vendre les données de manière sauvage. Des gens stupides peuvent le faire. Après, je dis pas que... Mais en tout cas, c'est vraiment pas intéressant. J'ai envie de dire aussi par rapport aux gens qui disent « Ouais, mais Facebook, il a mes données, c'est chiant, je veux pas qu'ils me diffusent... » Les gens n'aiment pas qu'on leur diffuse, qu'on sache ce qu'ils veulent, mais je trouve ça vraiment dommage. Parce que moi, par exemple, la dernière fois, je suis allé sur YouTube et j'ai eu de la pub pour des tampons. Mais je me dis, mais quel est cet annonceur qui a pas ciblé? Pourquoi je reçois une pub? Tu vois, ça veut dire que c'est tellement pratique d'avoir, que ce soit sur YouTube, sur Google ou Facebook, que des annonceurs qui te proposent des outils, des choses qui t'intéressent. C'est vraiment dommage de vouloir se priver de ça et subir comme à la télé des pubs à la con qui nous intéressent pas du tout. Donc moi, après, t'as pas une peur si... pour moi, j'ai peur il y a cette image-là d'être dans une bulle, mais chacun a sa bulle et chacun a son univers dans ses recherches, dans ce qu'il consulte dans Facebook, dans les pubs auxquelles il est confronté, et d'être finalement renfermé dans ton univers, dans un espace qui était censé être ouvert à tout. Il y a une telle guerre entre tous ces réseaux sociaux que pour eux, c'est très important que lorsque tu cherches quelque chose, tu puisses la trouver. Et donc, si jamais YouTube t'enfermait dans une bulle et t'empêchait d'accéder à un contenu, si jamais tu le tapes dans la barre de recherche, il serait très vite détrôné par une autre plateforme de vidéo qui, elle, te permettrait de tomber sur le bon contenu. Donc, eux, l'idée, c'est juste la pub et les suggestions qui vont se baser sur ce que tu connaissais. Mais par contre, la fonction de recherche, ils vont pas tuer la fonction de recherche pour juste te suggérer. Okay. C'est juste la suggestion c'est une suggestion, autant que ce soit pertinent. D'accord. Bon, en tout cas, Chérif, merci beaucoup pour cette interview. Avec grand plaisir. C'était un vrai plaisir. Partagé.